à la situation de l'hébergement d'urgence en Isère et les évolutions depuis 2020. Donc, je suis Francis Sylvain, je suis là au titre de la Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes, dont je suis le vice-président et aussi de l'expérience en tant que directeur du groupement des possibles. Donc, avant de laisser la parole à Chloé, simplement vous dire le déroulé de ce webinaire qui, lorsqu'on parle des évolutions depuis 2020, va à la fois prendre en compte la situation particulière que nous avons tous vécue à propos de la pandémie et de la Covid-19 et les incidences sur les publics qui ont été accompagnés ou pas, ou qui sont sans domicile personnel, et avec un peu une prospective dans le cadre de ce qu'on appelle la trajectoire 2022-2024, qui est en cours de travail avec les services de l'État. Donc, on va avoir une intervention de Chloé sur l'évolution des demandes au 115 depuis 2020, donc quelques slides pour introduire le propos. Je parlerai ensuite de la trajectoire 2022-2024 et la manière dont s'est organisée la concertation sur l'Isère, mais avec un regard aussi régional et national et des points à la fois de vigilance, mais aussi de satisfaction sur certains éléments. Et nous aurons ensuite une intervention d'Alice Lecomte de la MRSI, d'Angélique Giannini de Médecins du Monde, sur le dispositif d'appui à l'hébergement d'urgence en santé, donc le DAU, très montagnard, tout ça, l'origine du dispositif et puis les constats et alertes. Et ensuite, une intervention de Maïwan Abjon de Femmes SDF au sujet c'est pas accueil des femmes, hein, au sujet des personnes qui restent sans réponse de la part du 115, c'est-à-dire les besoins qui ne sont toujours pas couverts au niveau de l'hébergement d'urgence, et peut-être une inquiétude qu'on peut avoir par rapport à la trajectoire sur cette question du risque de non prise en compte d'un certain nombre de publics. Chloé, je te laisse la main. Et évidemment, il y aura des possibilités d'intervention et des temps peut-être après chaque intervention, des temps de questions, réponses, commentaires. Et nous terminerons vers 14 h. Merci Francis. Donc là, l'idée de mon intervention, c'était de donner quelques éléments un peu objectifs et de cadrage pour pouvoir donner une base un peu commune. Tous les participants n'ont pas forcément le même niveau d'information sur le contexte à la fois du Covid et le contexte de la trajectoire 2022-2024. Donc, c'était partager quelques éléments qui seront utiles ensuite pour les autres interventions qui reviendront plus en détail sur ça. Donc, le premier contexte sur lequel on voulait revenir, c'était le contexte de la crise sanitaire. On se demandait un petit peu qu'est-ce que ça a produit sur les demandes au 115, qu'est-ce que ça a produit aussi sur les réponses. Donc, on a à notre disposition ce graphique-là produit par le SIAO qui rend compte de l'évolution des demandes en personnes distinctes au 115 mensuellement, et chaque courbe représente une année différente. Donc là, j'attire surtout votre attention sur la courbe jaune qui représente l'année 2020 et de la regarder par rapport à la courbe bleu foncé, donc celle qui est le plus haut, qui est la courbe 2019. On voit en fait à partir de mars vraiment une baisse des demandes d'hébergement au 115 qui se poursuit tout au long de l'année 2020 et qui se poursuit aussi au début de l'année 2021. Donc, on a plusieurs pistes d'explication pour essayer d'expliquer cette baisse des demandes d'hébergement au 115. D'une part, on peut se dire que pendant le premier confinement, il y a une baisse des arrivées sur le territoire départemental et que du coup, il y a eu moins de demandeurs potentiels par rapport à ce qu'on peut constater quand les déplacements sont libres. Et l'autre piste d'explication, c'est aussi le fait qu'il y ait eu une ouverture assez importante de places d'hébergement à partir du début du confinement et qui s'est quand même maintenue ouverte sur toute la période. Sur la droite, je vous ai affiché quelques chiffres.
En 2018-2019, il y avait 549 places qui avaient été ouvertes dans le cadre de la période hivernale. En 2019-2020, dans le cadre de la période hivernale, puis de la crise sanitaire, c'est 806 places qui ont été ouvertes. Et sur 2020-2021, 873 places ouvertes. Donc, c'est des places supplémentaires qui sont temporaires, mais qui apportent du coup voilà, un nombre de réponses supérieur aux années précédentes. Et ça explique en partie pourquoi la demande diminue. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont trouvé une réponse à cette demande-là. Le deuxième contexte voilà, sur lequel on va revenir tout au long de ce 12-14, c'est la trajectoire 2022-2024 qui est issue en fait d'une instruction ministérielle, donc de la demande du ministère qui a été faite auprès des préfets d'organiser en fait une transformation du parc d'hébergement en changeant de modèle. Donc là, sur cette slide, je résume très rapidement le modèle qu'on connaît actuellement. C'est une ouverture de places supplémentaires pendant la période hivernale. On l'a connu aussi pendant la période de crise sanitaire. C'est des places qui sont temporaires. Une partie d'entre elles sont pérennisées. Et l'année suivante, on a à nouveau une ouverture de places temporaires avec une partie d'entre elles qui sont pérennisées. Ça implique que chaque année, il y a une hausse de crédit pour financer ces places-là. Donc ça, c'est le modèle tel qu'on connaît actuellement. Et cette instruction ministérielle souhaite voilà, changer de modèle pour aller plutôt sur des places d'hébergement qui sont pérennisées sur plusieurs années, avec voilà, un parc qui est contenu, où on n'aurait plus du coup ces ouvertures exceptionnelles pour répondre aux périodes hivernales, bien qu'il y ait encore une possibilité quand même d'ouverture de place si besoin. Mais voilà, de ne plus être sur ce modèle-là, d'avoir des places d'hébergement qui sont pérennisées pour mieux contrôler les coûts de l'offre d'hébergement. Et ça implique du coup une réduction du nombre de places d'hébergement d'urgence tel qu'on le connaît aujourd'hui, en faveur d'une transformation des places et d'une transformation de l'accompagnement pour plutôt se diriger vers du logement d'abord. Donc je le disais, ça va avoir pour impact une diminution des places d'hébergement d'urgence. Pour fin 2021, l'objectif, c'est plutôt une stabilisation des places telles qu'on les connaît aujourd'hui. On voit quand même que le nombre va diminuer. Il y aura 50 places, au total 50 places d'hébergement d'urgence en moins. Sur la partie droite du tableau que j'ai mis, on voit quand même qu'il y a des variations sur toutes les structures, sur le parc CHRS, hors CHRS. On voit que voilà, il y a des variations, des places en moins d'un côté, des places en plus d'un côté. À la fin, l'objectif au 31 décembre 2021, c'est quand même une diminution de 50 places. Alors, ça concerne plutôt des places en hébergement d'urgence. Et donc, la trajectoire 2022-2024, l'idée, c'est de diminuer davantage les places d'hébergement d'urgence, a priori principalement les places en hôtel, pour pouvoir voilà, se concentrer sur une transformation de l'offre dans les années à venir et puis aussi avoir un parc d'hébergement d'urgence qui soit pérenne. Voilà pour les quelques éléments de cadrage. Et puis, je te laisse à nouveau la parole, Francis. Merci Chloé. Oui, c'est important d'avoir cette base-là. Je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que cela fonctionne? Oui. Ouais. Donc, moi, je vais vous parler de la question de faire un focus sur la trajectoire 2022-2024 dont Chloé a parlé. Donc, simplement, ce qui est visé dans cette circulaire et du coup dans la trajectoire, c'est essentiellement la question autour de l'hébergement d'urgence. Donc, ça me semblait important simplement de rappeler c'était que cet hébergement d'urgence est quand même calé à partir du Code de l'action sociale et des familles, donc qui vise à garantir des conditions d'accueil conformes à la dignité des personnes, c'est-à-dire l'inconditionnalité de l'accueil, les prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, un accompagnement personnalisé, une orientation adaptée et le maintien dans les structures d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution
soit trouvé. Donc, on a au début la conditionnalité de l'accueil, et enfin, on a le principe de continuité d'accueil, l'un n'allant pas sans l'autre. Donc, c'est important de rappeler ces droits parce que ce sont des vrais défis à relever et à faire valoir systématiquement, puisque lorsqu'on a des groupes de travail sur la trajectoire 2022-2024, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui tournaient autour en particulier de la conditionnalité, de la continuité, et qui nécessitaient pour les acteurs de s'entendre sur ces valeurs socles, et non seulement de s'entendre, mais enfin de respecter ce principe qui est un principe de la loi. Ce qui peut être contradictoire avec la saturation d'une offre d'hébergement qui oblige souvent à prioriser et à hiérarchiser les vulnérabilités. Alors on l'a vu, on reviendra dans les groupes de travail qu'il y a eu sur la trajectoire, et on voit bien que même sur les groupes de travail, sur la trajectoire 2022-2024, il y avait un groupe de travail sur les publics prioritaires. Donc, à partir du moment où il y a un groupe de travail sur les publics prioritaires, et que le public prioritaire, ce n'est pas simplement celui qui est sans domicile personnel, on voit que là, il y a un problème avec le principe d'inconditionnalité. Donc, voilà, ça fait partie des questions et des points de vigilance qu'il nous faudra avoir, mais je vais continuer à déplier sur la trajectoire. Cette trajectoire, elle intervient aussi après une période de crise sanitaire où il est toujours inacceptable de laisser des personnes sans domicile, mais la pandémie est venue appuyer encore plus fortement sur cette question-là, et s'est ajouté à un problème social, un problème de santé publique. Et du coup, ce que l'on réclamait au niveau de la fédération et puis d'autres acteurs, hein, bien sûr, c'est-à-dire une augmentation forte du nombre de places d'hébergement, et qu'on nous disait qu'il était impossible d'arriver à ces niveaux-là, finalement, la pandémie l'a permis, puisqu'il y a eu un nombre conséquent de places d'hébergement qui ont ouvert. On peut ensuite aller voir dans le détail quels étaient le niveau de qualité de certaines de ces places d'hébergement, mais en tout cas en nombre, on peut venir souligner qu'il y a eu un effort important, une augmentation massive, hein, c'est ce que disait Chloé, des capacités d'hébergement de l'urgence. Et suite en 2021, face à la sortie de cette crise sanitaire, enfin le début de sortie de la crise sanitaire, l'État a choisi de sortir du fonctionnement habituel qu'on avait, c'est-à-dire on a une trêve hivernale, et puis ensuite une remise à la rue d'une partie des publics en début au printemps, ce qui était quelque chose qui a toujours été critiqué par les associations. Et finalement, l'État remet en cause cette approche saisonnière de l'hébergement d'urgence à travers cette trajectoire 2022-2024. Donc là, la stratégie... Donc, quels sont les objectifs de cette trajectoire? Alors, il y en a trois. Ils ont été aussi dites par Chloé en partie. C'est un premier objectif, c'est le maintien du parc d'hébergement à un niveau haut de 200 000 places au niveau national jusqu'à fin mars 2022. Donc, ce qui marque la fin de la gestion au thermomètre. Donc, avec une diminution, donc c'est une cinquantaine de places sur l'Isère, c'est 500 et quelques sur l'ensemble de la région. Un deuxième objectif à plus long terme, c'est une programmation, une transformation pluriannuelle et territorialisée de l'offre d'hébergement, de logement adapté et d'accompagnement. Là, on est à l'horizon 2024. Et un dernier objectif à court terme, c'est l'objectivation des coûts de l'hébergement d'urgence, avec donc il y aura un questionnaire à l'échelle nationale pour déterminer les coûts et établir les niveaux de financement soutenables. Mais ça, on y reviendra. Donc, en fait, avec la trajectoire 2022-2024, on est sur un changement assez radical, théoriquement, de la gestion des places d'hébergement et de mise à l'abri des personnes en situation d'urgence. Et le parc d'hébergement qu'on appelle généraliste devrait aller vers une réduction des places d'hébergement d'urgence au profit d'une transformation de l'offre d'hébergement et d'accompagnement vers des structures qui seraient pérennes dans les principes du logement d'abord, avec toutefois
c'est important, la fin de la phrase, une enveloppe financière fermée et un mode de gestion pluriannuel. Alors, le mode de gestion pluriannuel, on est tous, bien entendu, plutôt satisfaits que ce soit quelque chose qui soit pris en compte. Par contre, l'enveloppe financière est fermée. Et ce que l'on constate, c'est que finalement, on a développé des places d'urgence qui étaient financées sur des coûts bien inférieurs aux places d'hébergement d'insertion et des places d'hébergement d'urgence qui étaient déjà mobilisées, mais avec un cahier des charges sur la qualité qui était tout de même important. Donc un nombre de places qui s'est développé, pas toujours avec des services aux personnes adaptés à leurs besoins. Et finalement, on dit qu'on va transformer ces places d'urgence en logement, en hébergement pérenne, mais avec une enveloppe financière contenue. Donc, ça veut dire que là, il y a des choses qui vont être compliquées à mettre en place, et on pense qu'on pourra y arriver, en particulier, alors là, c'est beaucoup au niveau national, par la diminution des chambres hôtelières qui coûtent très cher. En sachant que l'État lui-même dit que les places hôtelières, c'est une drogue dure pour l'État. C'est-à-dire que c'est dur de s'en passer pour lui, puisqu'en fait, il y a toujours l'illusion qu'il peut les arrêter à tout moment, contrairement à un dispositif d'hébergement. L'instruction, donc, posée comme objectif, la circulaire de mai, posée comme objectif de transformation de 7000 places hôtels en hébergement qualitatif. On transforme les places d'hôtels en hébergement. Mais il y a peu d'éléments sur la méthode et sur le dispositif cible sur cette question-là. Et il y a aussi un objectif de transformation de places d'hébergement en places d'intermédiation locative ou mesures d'accompagnement au service, alors tout cela au service de la fluidité et avec des redéploiements de crédit. Alors, sur l'intermédiation locative, il est prévu ce qu'on appelle l'intermédiation locative plus, donc pour les personnes isolées, couples ou ménages à fort besoin d'accompagnement. Alors, quand on dit à fort besoin d'accompagnement, on est à un coût maximum de 5 000 € la place. Un CHRS, c'est autour de 13 000 – 14 000, en sachant que ce qui coûte de toute façon dans les services d'accompagnement, qu'ils soient avec ou sans hébergement, c'est pas tellement l'hébergement, hein, c'est surtout l'accompagnement. Donc là, on est quand même à un niveau d'accompagnement un peu plus faible, même si on peut constater que la question de l'accompagnement est quand même au cœur du dispositif de la trajectoire. La difficulté de trop flécher aussi sur l'intermédiation locative, c'est que l'intermédiation locative ne concerne que les publics qui peuvent avoir droit aux aides au logement. Donc, du coup, ça veut dire que tout un tas de publics sont exclus de ce type de dispositif. Or, ce dispositif, on parle en même temps, or, excusez-moi, je me suis perdu, je lisais en même temps ce qu'il m'a envoyé. Donc oui, un dispositif donc, avec des moyens d'accompagnement, donc ce qui semble pour le moins important dans cette trajectoire. Oui, ça y est, je reboucle. Sur l'intermédiation locative, disons que ça ne concernait pas tous les publics. Or, on sait que dans l'hébergement d'urgence, il y a quand même un nombre assez conséquent de publics qui n'ont pas de droit aux aides au logement et du coup qui ne seraient pas concernés par cette intermédiation locative. Donc, en fait, la solution en face du besoin n'est pas forcément tout à fait adaptée. J'essaie d'aller un peu plus vite. Donc, on est sur des orientations qui sont en adéquation avec une partie des plaidoyers associatifs, hein, puisque maintien du parc d'hébergement à un niveau assez haut, de 100 000 places, même si ensuite il y aurait une baisse progressive. La fin de la gestion au thermomètre, ça, on est évidemment d'accord avec cette question-là. Une évolution pour des places plus qualitatives, donc la disparition des chambres d'hôtel, etc. Et intégrer la question de l'accompagnement avec une logique logement d'abord. Donc tout ça, c'est ce qui est réclamé par les associations depuis très longtemps, et aussi avec une vision pluriannuelle du parc et hébergement, ce qui évite les stop and go que nous connaissons depuis quelques années. Alors, on a quelques points de vigilance quand même, c'est la temporalité des travaux, le calendrier, puisqu'en fait, on nous a réunis en début d'été pour faire des propositions en octobre, sur des concertations qui sont très diverses suivant les territoires, on le verra ensuite.
Et puis, une obligation d'économie à l'horizon 2024, alors que les besoins, nous le savons, sont en augmentation constante. Et puis, une méthodologie qui a travaillé sur la pérennisation des places, les transformations à venir, et puis la réalité effective du maintien des 200 000 places. On a quelques départements quand même qui nous ont alertés sur des fermetures en courant de l'été. L'intermédiation locative, donc je l'ai dit, pour lesquelles un certain nombre de publics ne sont pas éligibles. Et puis, un petit flou quand même sur la gestion hivernale 2021-2022, parce qu'on sait qu'il y a quand même des personnes qui restent sans solution. Et que va-t-il donc, il y aura a priori une possibilité de mobiliser à nouveau des chambres d'hôtel, hein, je disais, c'est une drogueur, ou des places dans le cadre d'un accueil grand froid, mais ça ne répondra seulement pas à l'ensemble des publics qui sont actuellement sans domicile. Et puis, il y a un risque quand même lié à le fait de faire mieux avec des places qui seraient pérennes, avec une enveloppe fermée. Le gros risque, et on l'a vu sur certains départements, donc la dette, l'État au niveau local nous a dit que ça ne serait pas le cas en Isère. Mais en tout cas, par exemple, en Bretagne, il y a eu la tentation et l'obligation donnée aux associations d'avoir une offre à deux vitesses, c'est-à-dire d'un côté une offre de mise à l'abri simple, peu qualitative pour les personnes qui sont sans droit au séjour ou sans droit aux aides au logement, et de l'autre côté une offre d'hébergement d'insertion qui était proche des objectifs du logement d'abord. Donc on a scindé les publics en deux. D'un côté, il n'y a pas d'accompagnement, très peu, et peu de qualité d'offre d'hébergement, et de l'autre côté, une offre d'hébergement d'insertion plus qualitative. C'est le risque sur lequel il faudra être attentif, et c'est pour ça que sur l'Isère, les groupes de travail qui ont avancé ensemble ont beaucoup insisté sur la nécessité de prendre en compte aussi, dans le cadre du principe d'inconditionnalité, les publics qui étaient avec des droits dits minorés. Il y a donc une concertation avec les associations. Donc ces enjeux de la concertation, il y en avait plusieurs, il y a 3 gros enjeux. Améliorer l'offre d'hébergement. Donc les enjeux, c'est ne pas baisser le volume du parc d'hébergement, prioriser la transformation des places les moins qualitatives, maintenir les moyens d'accompagnement, voire les développer, identifier les éventuels projets d'humanisation. Là, ce sont des crédits de l'État sur de l'investissement pour améliorer les conditions d'accueil dans les structures. Sur le logement adapté, l'accès au logement, il y a une identification des opportunités de création des pensions de famille, puisque c'est l'un des axes forts du logement d'abord. Favoriser l'orientation directe en logement par les services intégrés d'accueil d'orientation, sur en particulier ceux qui ne sont pas actuellement concernés, c'est-à-dire les places comme les foyers de jeunes travailleurs, par exemple. Parce que les pensions de famille et résidences sociales, c'est le cas en Isère. Et puis développer la stratégie locale de l'intermédiation locative plus pour favoriser la captation du parc privé. Et sur l'accompagnement social et accès aux droits, avancer sur la mutualisation, simplifier les moyens d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on a toute une série de mesures d'accompagnement diverses et variées qui va dépendre en fait de la personne qui prescrit, mais qui n'est pas forcément en cohérence avec le besoin d'accompagnement des personnes. Développer les CHR sur les murs, et puis évidemment garantir l'accès aux droits des personnes. Mais je pense que sur la question, entre autres, de la santé, un point vous sera fait ensuite. Alors, qu'en est-il au niveau régional sur cette trajectoire? Déjà, le préfet de région, il a estimé que le volume de places à supprimer était trop important par rapport aux besoins identifiés. Et donc, il va y avoir des débats qui sont en cours avec la DIAL, certainement toutes les régions le font, tous les départements le font, en disant il ne faut peut-être pas diminuer d'autant le nombre de places qui nous est prévu. Donc, l'objectif régional, c'est une cible de 19 480 places, donc une baisse de 546 places, mais avec une enveloppe qui est fermée, avec une diminution prioritaire des places d'hôtel. Donc là, on est même au même niveau qu'au niveau national. Et puis, au niveau de l'Isère, donc, il y a eu des groupes de travail qui ont été prévus avec les mêmes enjeux, des propositions
de réduction du parc d'hébergement d'urgence avec le développement de vos projets. La différence avec les autres départements, c'est qu'il y a eu des propositions qui ont été travaillées collectivement avec l'objectif d'être assez rapidement opérationnel en apportant des réponses aux besoins des publics. 2 groupes de travail ont été mis en place. Donc, il y a eu, avec des pilotes associatifs ou CCS, donc notre groupe de travail, c'était sur le premier accueil, les publics prioritaires, l'accès aux droits, CHRS hors les murs, l'insertion professionnelle, l'évolution des pensions de famille, l'intermédiation locative, les résidences sociales et la santé. Et ces groupes de travail ont rendu début octobre leurs propositions. Et à partir de ces propositions, 5 nouveaux groupes de travail avec les mêmes pilotes vont se développer à partir de maintenant. Un groupe sur le développement du logement d'abord, l'intermédiation renforcée. Un groupe sur l'évolution du modèle des pensions de famille. Un autre sur le développement des séchages sur les murs. Un 4e sur le premier accueil des publics vulnérables. Et enfin, un autre sur l'insertion socio-professionnelle. Donc, le travail se poursuit. On reste, que ce soit sur l'Isère, sur la région, au niveau national, sur un accord sur la fin de l'hébergement saisonnier, je l'ai dit, sur le logement d'abord, sur une meilleure qualité d'hébergement, sur l'inconditionnalité. Le problème, c'est la notion d'enveloppe égale. On sait que quand il y a une transition d'un modèle vers un autre, il y a toujours besoin de moyens pour assurer cette transition. Donc, ces moyens-là, a priori, ne sont pas prévus. Il y a quelque chose qui freine beaucoup, c'est le besoin de logement. Parce qu'en fait, on est tous d'accord sur le logement d'abord, mais il n'y a pas suffisamment de logements pour loger toutes les personnes. Donc, du coup, on passe beaucoup de temps à prioriser dans une liste d'attente et de faire des priorisations justement qui vont au détriment de l'inconditionnalité. On met beaucoup de moyens dans la coordination, et souvent au détriment de l'aide directe pour les publics. Mais ça, c'est un peu une constante. On voit aussi dans le plan départemental, où finalement, si on ne traite pas cette question du logement, qui doit être une question qui doit être traitée à moyen et long terme, on agit à court terme sur des aspects qui sont plus de coordination que d'aide directe au public. Et puis, je le disais tout à l'heure, le risque de polariser avec une mise à l'abri pour les personnes avec des droits incomplets et puis pour les autres, des hébergements ou des logements de meilleure qualité. Donc, notre enjeu, c'est mettre en œuvre le logement d'abord pour accélérer l'accès au logement avec un accompagnement adapté, lorsque c'est nécessaire pour les personnes, lorsqu'elles le souhaitent, et puis la mise à l'abri de façon immédiate et inconditionnelle avec accompagnement lorsque c'est nécessaire, pour les situations d'urgence et de détresse. Un autre point je vais finir là-dessus, d'autres points de vigilance, c'est que sur l'Isère, il nous a été demandé de travailler collectivement et effectivement, il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites. Et ce que souhaitent les associations qui ont participé fortement à ces travaux collectifs, c'est que le résultat de ces travaux reste collectif, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des enveloppes qui soient distribuées sans qu'il y ait un travail commun en fonction des compétences et des appétences de chaque partenaire, de pouvoir travailler ensemble aussi sur ce qui va ressortir de cette trajectoire. L'autre point d'attention, c'est que, c'est pas forcément que sur l'Isère, mais en tout cas, il y a des endroits où les hébergements d'urgence qui ont été mis en place sont parfois de mauvaise qualité ou de pas très bonne qualité, voilà, on va le dire comme ça, avec des suroccupations de logements, etc., qui étaient liées peut-être au fait d'avoir à capter rapidement ces hébergements-là. Il faut qu'on fasse attention que ce ne soit pas uniquement les opérateurs de l'urgence qui développent en fait, parce qu'eux, ils vont avoir quand même des enjeux de pérennisation de leur propre structure, qui développent l'ensemble du travail qui est fait collectivement. C'est-à-dire qu'en fait, le collectif serait un peu mis à mal. Et puis, ce qu'on espère aussi, c'est que tous les points avec lesquels nous sommes d'accord, les approches logement d'abord, réduction des places d'hébergement, fin de l'hébergement saisonnier, puissent se mettre en place, mais ce sont quand même des approches qui sont récurrentes et on a déjà eu plusieurs circulaires, recommandations, plans, stratégies au fil des années et on voit bien que cela avance
difficilement. Donc, espoir que ce travail puisse être mené à bien par le biais du collectif, mais aussi par le biais, nous l'espérons, d'enveloppes un peu plus conséquentes pour accompagner cette évolution. Voilà, je ne sais pas, j'ai peut-être plus trop de temps, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des remarques, questions? Alors, il y avait plusieurs personnes qui avaient levé la main. Il y a Jean-Louis Séché. Je vais lui ouvrir votre micro, Jean-Louis, pour que vous puissiez poser votre question. On ne vous entend pas. Oui, normalement, vous pouvez activer votre micro maintenant. Ça y est. Oui, c'est bon? C'est bon. Je vous entends. Non, c'était une question de méthode. Est-ce que vous envoyez les slides après pour éviter qu'on prenne des notes? Oui. Oui, on pourra vous transmettre les éléments. Il y a des synthèses écrites qui sont produites suite au 12-14. Ah, super. Merci beaucoup parce que ça permettra de diffuser. Moi, je suis membre de l'association L'Abri sous la dent. Donc, ça permettra de le diffuser dans l'association. C'est noté, merci. Je n'ai pas vu d'autres questions, mis à part celle-ci. Donc, je pense qu'on peut continuer. Donc, là, je vais passer la parole à Alice Lecomte et Angélique Giannini qui vont présenter, entre autres, les questions le dispositif d'AU, et puis peut-être faire un retour sur l'importance du lien entre social et santé. On a vu toute l'importance pendant la crise Covid du seul lien entre les deux secteurs qui parfois est un peu distendu. Bonjour, donc Angélique, je suis coordinatrice à Médecins du Monde et du coup, je partage l'écran avec Alice. Moi, je suis chargée de prévention au DAU. Donc, le dispositif d'appui à l'hébergement d'urgence pour la santé, qui est un service hébergé par la MRSI, la Maison des réseaux de santé de l'Isère. Donc, je vais évidemment comme ça. Tac. Faire un petit historique rapide de ce dispositif. Donc, le DAUS a été mis en place dans une première phase expérimentale pendant la crise sanitaire du Covid, au moment du confinement généralisé, alors que la DGCS, la Direction générale de la cohésion sociale, recommandait de mettre en place des équipes mobiles dans les hébergements d'urgence et dans les lieux d'habitat informels. Il n'y a pas eu de réponse institutionnelle de l'Agence régionale de santé sur cette période, malgré de nombreuses alertes émanant des établissements d'urgence eux-mêmes et de structures accompagnant des personnes habituellement hébergées en dispositif d'hébergement d'urgence. Et à ce moment-là, en fait, la MRSI et Médecins du Monde ont organisé une mobilisation associative d'acteurs habituellement engagés dans des actions de prévention et de promotion de la santé. Donc, 10 associations, dont l'association Solidan, les infirmières Azalée, le POPS, Prométhée et d'autres structures. Les éléments du bilan de cette expérimentation ont été présentés à l'ARS et à la DDCS à l'époque en juin 2020 et faisaient état de 30 professionnels de santé engagés sur le dispositif expérimental, 23 sites d'hébergement accompagnés sur tout le département isérois, donc ce n'était pas que l'agglomération grenobloise, mais également le Nord-Isère et le secteur de Vienne aussi. Et à la suite de ce bilan, donc, la proposition faite de l'ARS de financer une expérimentation renforcée de 1 an, couvrant la période de mai 2021 à mai 2022, et pour lequel la MRSI s'est positionnée en tant qu'opérateur sur des missions particulières que sont… Donc, il y a plusieurs missions que le DAU prend en charge. Initialement, on avait ciblé 8 sites d'intervention. Et du coup, depuis le début de la mission, c'est-à-dire depuis le 1er mai 2021, il y a déjà 5 sites qui ont fermé puisque c'était des sites hivernaux. Donc, on est encore en mission sur 3 sites, donc au Rondeau, géré par le CCS de Grenoble,
à l'hôtel de Vorep, géré par Agiralp, et à l'hôtel Formule 1 de l'île d'Abo, géré par Entraide Pierre Valdo. Du coup, les différentes missions qu'on a, c'est d'une part l'appui sanitaire auprès des équipes sociales et des gestionnaires des hébergements d'urgence, afin d'améliorer ou d'introduire la prise en charge des problématiques de santé rencontrées par les personnes hébergées. Donc, c'est un appui direct auprès des travailleurs et travailleuses sociales sur place. On a aussi une mission de prévention de santé publique et de médiation santé auprès des personnes hébergées. Donc, on fait des temps d'aller vers dans les hébergements sous forme de café santé pour pouvoir échanger directement avec les personnes et les appuyer dans leur démarche en santé. Et ensuite, on a aussi une mission de diagnostic sanitaire, donc en partenariat aussi avec Médecins du Monde. Donc, diagnostic des hébergements d'urgence et on va formuler des préconisations à destination de l'ARS et de la DDETS pour la suite du projet et pour initier des actions en santé dans les hébergements d'urgence. Alors, cette action particulière de diagnostic sanitaire sur les bâtiments, elle remonte en fait aux constats qui ont été faits au moment de la période Covid, où Francis l'a dit, il y a eu une forte mobilisation de places d'hébergement, notamment de places en hôtel, mais pas que, et pour lesquelles il y avait un certain nombre d'éléments qualitatifs visitables. Alors, la première, c'est une réponse globalement sous-dimensionnée par rapport aux besoins d'hébergement des publics, un manque de cahier des charges pour les conditions matérielles d'accueil et pour l'accompagnement social proposé au sein des hébergements d'urgence, et des observations spécifiques de terrain qui ont été faites au moment du Covid, mais qui peuvent encore potentiellement être faites dans certains sites, avec, vous vous en doutez, au moment où on était dans une période épidémique, on va dire, très, très sensible, une difficulté liée au manque de points d'eau, donc impossibilité, par exemple, pour les personnes de se laver les mains régulièrement, alors que c'était une recommandation forte en termes de gestes barrières. Des douches en nombre insuffisant. On a pu observer des sites sur lesquels il y avait une douche pour 70 personnes. Pas de machine à laver globalement dans les sites d'hébergement d'urgence, pas de gestion du linge, ce qui aussi en période Covid a été un problème, notamment lorsque des masques lavables ont été distribués sur les sites d'hébergement d'urgence avec pas de possibilité de les laver autrement qu'à l'eau froide et au robinet, ce qui était contraire aux recommandations de l'époque. Un accès difficile à l'alimentation en toute sécurité, Alice le développera après, une surpopulation avec cohabitation des groupes et un partage des espaces collectifs qui est parfois difficile. Ce qui pose effectivement la question de la qualité des places pérennisées dans le cadre de la trajectoire 2022-2024 à partir des places qui ont été mobilisées pendant la période Covid. Donc, comme l'a dit Francis, le Médecins du Monde, la MRSI et le groupement des possibles ont copiloté un groupe de travail sur la santé pour la trajectoire de pérennisation du parc de l'hébergement d'urgence pour la période 2022-2024 et ont émis des recommandations auprès de la DDETS portant donc sur l'implantation géographique du lieu, donc avec une vigilance particulière à ne pas implanter des dispositifs d'hébergement en zone de désertification médicale, par exemple, avec des espaces adaptés à la composition familiale des personnes. On voit parfois des ménages ayant plusieurs enfants cohabiter dans des chambres de 9 mètres carrés, ce qui pose un certain nombre de soucis sur l'impact en termes de santé mentale des personnes. La présence de toilettes, enfin d'éléments sanitaires en nombre suffisant et permanent et en toute sécurité pour les personnes, la distribution suffisante de produits d'hygiène et d'entretien, hygiène corporelle notamment, l'accessibilité aux équipements permettant de s'alimenter en toute sécurité, respectant les normes de respect de la chaîne du froid et d'hygiène généraliste. Et puisque la question de la santé des personnes passe particulièrement par la question de la qualité de l'accompagnement social qui leur est proposé dans ces sites d'hébergement, pose aussi la question des conditions de travail adéquates sur les lieux d'hébergement pour les équipes sociales. Et bien sûr que ces équipes sociales soient aussi en nombre suffisant pour accompagner les personnes durablement. Alors, ces recommandations, elles ont été portées à connaissance de la DDETS lors de la réunion de concertation finale pour la trajectoire. Et
les éléments santé sont retenus, mais reste effectivement en attente d'un engagement de l'Agence régionale de santé sur un certain nombre de sujets. Et donc, du coup, de ce travail de terrain qu'on a mené avec mes collègues chargés de prévention, sont ressortis plusieurs besoins du diagnostic dont je parlais avant. Donc, il y a eu plusieurs choses qui ont été bien identifiées, les besoins en soins dentaires, par exemple, donc ce qui va nous mener à proposer des actions avec Solidan, des actions aussi en santé mentale avec le Caméléon, des actions de médiation de santé directement avec les personnes. Et aussi, ce qui est ressorti principalement lors de nos échanges avec les personnes hébergées, c'était la difficulté de s'alimenter de manière sécurisée et avec plaisir. Et c'est en fait le sujet de conversation qu'on a le plus souvent et le plus facilement, disons en première approche. Et nous, justement, notre démarche, c'était d'arriver enfin, on voulait partir du besoin, des besoins réels en santé des personnes, avant de pouvoir toucher à d'autres besoins en santé qui pourraient apparaître plus tard, et qui pouvaient nous paraître plus urgents en tant que professionnels de santé, mais qui ne correspondaient pas réellement aux priorités des personnes qu'on accompagne. Donc en fait, on a décidé de partir de cette question de l'alimentation aussi pour notre travail, et partir des besoins réels des gens dans notre approche. Et donc j'ai remis la définition de la sécurité alimentaire, que je vais lire rapidement. Donc elle existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Donc c'est la définition qui a été adoptée par un consensus international au sommet mondial de l'alimentation à Rome en 1996. Et c'est sur cette définition que du coup, nous, on s'appuie pour pouvoir travailler avec les personnes. Et on se rend bien compte que dans cette définition, on a vraiment les éléments de la santé telle qu'elle est définie par l'OMS, donc qui est la santé physique, psychique et sociale. Et l'alimentation est vraiment un sujet qui touche à ces trois parties de la santé. Et donc pour développer un petit peu, donc comment on se nourrit en hébergement d'urgence. Donc de nos échanges avec les personnes hébergées, ce qui ressort, c'est que les personnes qui n'ont accès qu'à des barquettes, donc préparées généralement par la banque alimentaire, donc ces personnes indiquent qu'elles ne sont pas adaptées à leurs préférences culinaires. Elles ne répondent pas non plus aux besoins de diversité parce que c'est quand même souvent les mêmes choses qui reviennent, les mêmes plats qui reviennent. Et en fait, elles sont cuisinées donc, presque uniquement avec des dons, ce qui montre quand même le peu de moyens accordés à l'alimentation des personnes hébergées. Et en même temps, les personnes qui ont accès à des colis alimentaires et à une cuisine témoignent de moindres inquiétudes relatives à l'alimentation, même si les hébergés qui bénéficient des colis et des cuisines nous indiquent que la diversité des colis n'est pas non plus optimale. Mais voilà, c'est un sujet qui revient un petit peu moins, donc ça peut aussi voilà, susciter des réflexions entre nous et les gestionnaires des hébergements. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est qu'au niveau de la santé physique, ça pose de gros soucis pour mettre en place des régimes alimentaires spécifiques, ainsi que pour favoriser la diversification alimentaire des petits, des enfants. Avec du coup des soucis qui ont été aussi observés, des manques de lait pour enfants, voilà. Et donc, pour ce qui est de la santé sociale et psychique, en fait, l'alimentation a vraiment un très grand rôle là-dedans. Pour ce qui est de partager un repas, il ne s'agit pas uniquement de se nourrir pour faire fonctionner son corps, hein. Il y a vraiment un rôle très important autour de l'alimentation pour la bonne santé psychologique et sociale des personnes. Et on a aussi beaucoup de difficultés, enfin les mamans qu'on rencontre ont beaucoup de difficultés à ne pas avoir la possibilité de nourrir elles-mêmes leurs enfants. Et les mamans ne savent pas ce qu'elles donnent à manger à leurs enfants puisque c'est déjà tout prêt et ça pose de nombreux soucis pour ces mères.
Voilà, donc pendant ce travail qu'on a initié autour de l'alimentation, on a pu solliciter différents partenaires, donc comme Cuisine sans frontières, avec qui on va monter des actions. Et on est aussi en contact, bien sûr, avec les autres acteurs en santé du territoire, notamment les PMI. Et donc, en fait, notre équipe a été alertée à plusieurs reprises par plusieurs PMI du département, hein, donc des PMI de Bourgoin, des PMI de Voiron. Et donc, vous avez l'extrait du mail d'une médecin de PMI. Donc, vous aurez le PDF pour pouvoir le lire plus tranquillement. Mais du coup, pour relever les éléments un peu importants, donc la médecin observe chez certains enfants des courbes de croissance staturo-pondérale qui sont insuffisantes. Les enfants ne mangent pas suffisamment diversifié. Et le fait d'avoir une alimentation aussi peu diversifiée est très délétère pour leur santé et leur développement. Donc, ils peuvent développer du diabète, une obésité, des troubles du comportement alimentaire. Donc, il y a des enfants qui rejettent énormément d'aliments, donc avec une sélection des aliments uniquement plaisir. Ils rejettent des légumes, de la viande, du poisson, des féculents, ce qui pose de gros problèmes pour leur développement. Il y a aussi le côté donc, qui est moins lié à la nourriture, mais qui en fait fait partie d'un tout, que l'hébergement dans une chambre d'hôtel n'est pas du tout adapté au développement psychomoteur d'un enfant. Les enfants sont très peu stimulés, il n'y a pas vraiment de choses mises en place pour les accompagner dans leur développement. Et donc, la PMI observe des enfants qui présentent tout petits des plagiocéphalies, donc c'est une tête qui est aplatie, puisque c'est des enfants qui sont laissés dans leur lit, qui n'ont pas de stimulation motrice, et qui sont aussi très souvent, du coup, devant des écrans, de manière beaucoup trop importante, et ça nuit à leur développement, et ça provoque des retards de développement moteur, et une difficulté à être adroit avec son propre corps. Donc voilà, donc ce que la médecin conclut, c'est pour toutes ces raisons, les conditions de vie dans ces hôtels ne sont pas adaptées à l'accueil d'enfants. On observe des répercussions négatives sur leur santé, sur leur développement et sur leur éveil. Donc voilà, le DAU, nous en tout cas, on observe aussi, ça complète ce qu'on observe sur le terrain. Donc on est en lien avec ces acteurs de la santé, et voilà, on essaye de monter des projets aussi pour essayer d'apporter un peu des solutions, quand il peut y en avoir, à ces problèmes. Donc, à travers les différentes missions que j'ai présentées, donc appui aux travailleurs sociaux et aux équipes gestionnaires directement, prévention auprès des personnes hébergées, et puis recommandations auprès de l'ARS et à la DTETS pour que les conditions matérielles permettent aux personnes d'avoir réellement une bonne santé. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, tout Ok. a été dit. Donc, si vous avez des questions, on peut y répondre. Il y a une question à laquelle vous avez en partie répondu, mais je vous la repose quand même si vous avez d'autres choses à développer. C'était quelles suites ont été données ou vont être données aux recommandations que vous avez faites concernant l'adaptation des conditions de vie en hébergement d'urgence? Alors, la recommandation concrète qui est retenue par la DDETS, c'est l'écriture d'un cahier des charges de standard minimum de normes d'accueil, mais pour lequel, en fait, l'engagement de l'ARS est souhaité. Donc, nous, on est en campagne de mobilisation aussi de l'ARS sur ce sujet. On les rencontre prochainement pour les inciter à rentrer dans cette dynamique de travail, puisque c'est un peu aussi une condition sine qua non qu'on fixe, et que l'ARS retient cet engagement de l'ARS dans une dynamique de rapprochement des secteurs sanitaires et sociaux de manière globale. Toute question complémentaire, ce cahier de charge serait dans le cadre des groupes de travail de la trajectoire, ou il est en dehors? Bah, ça pourrait être inclus au groupe de travail groupe de travail santé qui a été constitué dans le cadre de la trajectoire. D'accord. Ça veut dire que l'État serait d'accord pour que c'est pas des préconisations, parce que si on est sur une charte, par exemple, une charte,
c'est un engagement moral. Si on est sur un cahier des charges, ça veut dire que lorsqu'il y aura des appels à projets ou autres de développement de places d'hébergement, il y aura obligation de répondre à ce cahier des charges. Et Et l'État est prêt à s'engager sur cela. C'est bien. C'est en tout cas la proposition. Voilà, qu'on c'est a la formulée. proposition qui a été formulée, qui est retenue à l'heure actuelle par la DDETS. Donc, on espère effectivement que ce sera le cas jusqu'au bout. Et il existe des départements ou des régions dans lesquelles il y a des appels à projets déjà en place, des hébergements d'urgence. Donc, c'est quelque chose que l'État est déjà en mesure de faire dans d'autres départements. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une autre question qui vient d'être posée sur le DAU. Alors, est-ce que... Que fait le DAU des observations fines énoncées par 7 médecins? Eh ben, nous, déjà, on s'en sert pour... ça corrobore en fait nos observations et nos interrogations quant à nos actions sur le terrain. Après, nous, ce qu'on peut faire, on a des marges de manœuvre, donc on peut travailler avec les équipes gestionnaires pour essayer de réfléchir aux orientations, faire part aussi de nos interrogations, voir si elles sont partagées, et travailler en collaboration pour essayer aussi peut-être de suggérer d'autres orientations quand vraiment les orientations ne sont pas du tout adaptées. Après, c'est aussi l'intérêt de nos actions, notamment les actions au niveau de l'alimentation avec Cuisine sans frontières. C'est aussi la possibilité de pouvoir discuter de ces sujets et de peut-être envisager des manières de faire qui soient plus propices à favoriser une bonne santé chez les hébergés. Et puis après, directement avec les personnes hébergées, on peut aussi discuter avec elles, mais c'est sûr qu'il y a une véritable limite au fait qu'il y ait un manque de moyens matériels pour justement pouvoir soigner les personnes ou que les personnes, en tout cas, soient en bonne santé. Il y a un minimum requis, quoi. D'une manière globale, ce genre de remontée alimente toute la stratégie de plaidoyer qu'on peut avoir auprès des institutions en faveur de l'amélioration des conditions matérielles d'accueil et adaptation du bâti, notamment lorsque des enfants sont présents, pour que les structures puissent respecter la composition familiale des enfants. Et au-delà de la capacité d'accueil, se posera aussi potentiellement les modalités d'accompagnement des enfants. Il n'y a pas de dispositif d'hébergement qui dispose de moyens spécifiques aux enfants, notamment éducateurs de jeunes enfants, qui puissent à la fois proposer un accompagnement spécifique aux enfants et un soutien à la parentalité des parents. Or, ça, c'est un axe en termes d'accompagnement qui est hyper important dès lors que des familles sont présentes pendant un temps durable sur un site. Et puis après, de manière plus concrète, jusqu'à maintenant, lorsqu'on parlait alimentation ou lorsqu'on tentait de dénoncer le fait que les moyens d'alimentation étaient insuffisants, ne correspondaient pas aux besoins dans les sites d'hébergement d'urgence, c'était une fin de non-recevoir de la part de la DDETS qui maintenant accepte d'instaurer un dialogue autour de la question de l'alimentation. Lors du dernier comité de veille, qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le 1er octobre, il y avait une ouverture à se dire qu'effectivement, la quantité d'alimentation livrée dans les HU ne suffit pas, se pose la question de la qualité et aussi de la participation des personnes directement concernées. Donc, c'est des choses qui permettent aussi de faire cheminer les institutions pour l'amélioration durable des politiques. Ça prend du temps, mais en tout cas, sans ces constats terrain, on n'y arriverait pas. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre. Maïwan Abjan de l'association Femmes SDF. Il me semble que ce que vous dites, du coup, est également relié à la question de l'accompagnement social et à la question de la présence de travailleurs sociaux dans ces lieux, parce qu'en finalement, il y a la question de l'alimentaire qui est aussi reliée à la question de la vie collective et de la régulation de la vie collective, et que la présence de personnel dans ces lieux pour accompagner tout ça, elle est aussi centrale dans la manière dont tout ça se passe dans les hébergements d'urgence.
Mais évidemment, et la présence régulière, enfin, la présence et la régularité des interventions des personnels en charge de l'accompagnement dans les sites d'hébergement est aussi est la condition sine qua non de la réussite de l'accompagnement sanitaire. Nous, nos équipes d'AUS, elles vont sur les sites d'hébergement au mieux une fois ou deux dans la semaine. Or, toutes les actions de prévention et de promotion de la santé, elles n'ont du sens que par la répétition. Et c'est bien parce que sur place, il y a des relais avec les travailleurs sociaux que les actions peuvent perdurer dans le temps. Donc, il y a la question de l'accompagnement et il y a aussi la question du bâti pour justement toutes ces questions de vie collective, notamment, par exemple, on parlait d'alimentation. Quand c'est un hôtel avec uniquement 2 plaques pour plus de 100 personnes, il n'y a pas que la question des travailleurs sociaux, il y a aussi la question des équipements et de quel bâti, est-ce qu'ils sont adéquats avec les besoins et les droits des personnes hébergées. Il y a une autre question. Avez-vous vu une évolution des conditions d'accueil en hébergement d'urgence suite à la procédure juridique portée par le collectif Lutte Hébergement qui reprenait beaucoup de vos constats? Alors, il y a des sites qui effectivement étaient ciblés par cette mobilisation juridique autour de l'hébergement d'urgence à l'hiver dernier, qui n'ont pas réouvert parce qu'effectivement, ils ne remplissaient pas du tout les conditions matérielles d'accueil de personnes. Mais la réponse qui a été donnée, du coup, pour pallier au fait que certaines structures ne réouvrent pas, c'est la chambre d'hôtel. Et je crois que ce qu'on dit là, c'est que la chambre d'hôtel, c'est quand même pas la panacée en termes d'hébergement. Ça peut dépanner les personnes lorsque c'est sur une courte durée, mais bien souvent, ça dépasse la courte durée. On est sur des personnes qui restent en hôtel plusieurs mois, voire parfois des années. Mais il n'y a pas eu d'amélioration notable de dispositifs remplissant toutes les conditions, toutes les bonnes conditions d'accueil que l'on souhaiterait jusqu'à maintenant. Ce serait faux de dire qu'il y ait à ce jour un dispositif d'hébergement d'urgence qui coche toutes les cases entre guillemets, du code de la bonne conduite en termes d'hébergement d'urgence et de qualité d'accueil. Il y a des petits progrès, mais on est encore loin du compte. Effectivement, difficile de se satisfaire de juste des tout petits progrès. Je signale juste, avant de passer la parole à Maïwen, qu'il y a aussi une étude qui a été faite par l'Observatoire des SAMU social de Paris sur les conditions et les impacts des conditions d'hébergement sur les aspects sociaux et sanitaires, en particulier des enfants en région parisienne. Donc, peut-être que c'est quelque chose qu'on pourra rediffuser, parce que ça complète vraiment ce que disait le médecin de PMI. Et sur l'évolution des conditions d'accueil, l'État et les opérateurs concernés ont communiqué en disant que les associations avaient été déboutées de leur demande auprès du juge. Vous en déduirez ce que vous voulez. Maïwen, je vais te laisser maintenant la parole sur les personnes qui restent, le risque des personnes qui resteraient sans réponse autour de la trajectoire 2022-2024. Alors, je suis donc Maïwen Abjan, je suis la directrice de l'association Femmes SDF. Alors, je m'excuse d'avance, ma présentation, elle va être un peu moins construite et moins organisée que mes collègues, mais voilà, donc on m'a demandé d'intervenir dans le cadre de ce 12-14 pour présenter la situation des femmes, notamment, puisque je suis responsable de l'association Femmes SDF, en lien avec l'hébergement d'urgence. L'association Femmes SDF, pour faire très court, elle a 4 actions différentes. Une première action d'aller vers, Maro, des permanences dans des accueils de jour partenaires. Une action accueil de jour spécifique pour femmes en errance, le local des femmes. Une action d'accompagnement social, de soutien à l'accompagnement social des personnes, et une action plus liée sur la remobilisation individuelle et collective des personnes, voilà, au-delà de leur situation
d'accès aux droits, on va dire. Donc, mon propos, mon point de vue est celui d'un accueil de jour et mon point de vue est aussi celui sur le public des femmes. Femmes isolées et femmes avec enfants, la majorité étant seules avec leurs enfants. On pourra après élargir la discussion dans l'échange, mais dans un premier temps, mon propos il va porter sur le public des femmes. Je vais faire plusieurs constats, puisque mon propos va porter plus sur des constats. Constats sur les femmes en demande, sans réponse à leur demande d'hébergement et donc sans solution d'hébergement. Quelques constats aussi sur les femmes en hébergement d'urgence et puis quelques points de vigilance aussi sur la question de la mixité dans les hébergements d'urgence. Alors pour commencer, quelques constats sur les femmes sans réponse à leur demande d'hébergement ou alors en non-recours par rapport justement à l'hébergement d'urgence. Donc on en a déjà parlé, mais nous, ce qu'on constate dans notre accueil de jour, c'est une grande détresse psychologique, des femmes très fatiguées psychologiquement, souvent épuisées, qui viennent dans notre accueil de jour et qui dorment parce qu'elles ne dorment pas la nuit. Une insécurité très forte et permanente. Un éparpillement aussi, parce qu'impossibilité de se poser quelque part, de poser ses affaires, de se poser moralement aussi quelque part. Les violences aussi qui peuvent être vécues par beaucoup. Ces femmes, elles se retrouvent justement quand elles n'ont pas de place à leur demande d'hébergement d'urgence, elles se retrouvent dans des situations d'extrême précarité, d'extrême urgence et de débrouille. Alors ça va être par exemple des mamans qui ne dorment pas la nuit pour veiller sur leurs enfants, qui arrivent dans nos accueils donc en étant épuisées, avec, vous imaginez bien, toutes les conséquences que ça peut avoir aussi sur le lien entre ces mamans et leurs enfants. Le manque de sommeil, l'épuisement des mamans qui sont à bout, qui ont besoin de repos et de se poser et qui n'en ont pas du tout l'occasion. Et ça peut amener justement, et on en est témoin parfois, des situations qui se détériorent entre les mamans et leurs enfants. Ça peut être aussi, par exemple, des femmes isolées qui n'ont pas d'autre choix que d'être hébergées par-ci, par-là, avec tout ce que ça implique en termes d'insécurité, en termes d'exploitation, en termes de prostitution de survie, en termes d'agression parfois. J'ai regroupé quelques paroles de femmes que j'ai récoltées ces derniers mois qui parlent de ça. Il vient, il veut coucher avec moi, moi je veux pas, moi je veux juste dormir. Pourquoi il n'y a que des hommes qui nous proposent de nous héberger? C'est clair, il ne faut pas chercher plus loin. Ils savent qu'on n'a pas le choix, qu'on ne sait pas où aller, qu'ils sont en position de force. On a toutes vécu ça, on sait ce que c'est. Voilà, donc les situations de ces femmes qui se retrouvent dans ces situations-là et que nous, on accueille dans notre accueil de jour. Ce qu'on constate aussi, c'est une grande fragilité psychique ou voire psychiatrique qui est augmentée par cette absence d'hébergement, parce qu'on constate que du coup, ces femmes se retrouvent dans des situations où il y a très peu de contenance, dans des situations d'éclatement. Et là, on ressent vraiment l'urgence d'avoir un lieu qui apporte cette sécurité de base et cette contenance aux personnes. Ce qu'on constate également pour ces femmes sans réponse à leur demande d'hébergement, c'est que du coup, l'accompagnement social est relié à l'hébergement et que du coup, ces personnes n'ont pas accès à un accompagnement social tant qu'elles ne sont pas hébergées. Et donc, toutes les difficultés que ça pose en termes d'accès aux droits et d'ouverture de droits de base. Quelques apports sur les femmes qui sont hébergées en hébergement d'urgence et qui continuent de passer très fortement dans nos accueils de jour. Alors, il y a une grande disparité entre les divers hébergements d'urgence, notamment ceux liés à l'hivernal et ceux qui sont plus pérennes. Ceux liés à l'hivernal, même s'ils ont été pérennisés, hein, mais voilà. Donc, je vais pas... il y a eu des choses très intéressantes dites avant, mais juste redire les conditions d'hébergement difficiles, la colocation dans des chambres partagées,
très difficile à vivre pour les personnes, le fait qu'il n'y ait pas d'espace d'intimité à aucun moment, qu'il n'y ait que des lieux collectifs, avec toutes les questions que ça pose en termes du coup de cohabitation, de vie collective, de relations entre les personnes hébergées aussi. Souvent des lieux éloignés qui sont souvent isolés dans des zones industrielles, avec souvent des accès difficiles en transport en commun et avec les difficultés que ça pose quand on a des enfants également. Voilà, quelques conséquences aussi en exemple. La difficulté souvent qui nous est remontée par des mamans qui sont hébergées pour la scolarisation des enfants, un hébergement hors Grenoble, des enfants qui sont scolarisés sur Grenoble, donc les mamans qui viennent emmener leurs enfants et qui attendent toute la journée pour pouvoir les ramener, des parcours scolaires des enfants souvent hachés avec des scolarisations, déscolarisations, rescolarisations dans plusieurs établissements. Voilà, et sur cette difficulté qui nous est très très souvent remontée de la cohabitation, même dans des chambres, une conséquence aussi, c'est que des personnes quittent ces hébergements car la cohabitation est trop lourde à vivre, et ces personnes font le choix, en tout cas, ou est-ce que c'est un choix, je ne sais pas, mais de quitter les hébergements. À noter aussi la stagnation dans ces hébergements qui ont des conditions de vie très précaires, où il y a des personnes qui sont hébergées plusieurs mois, voire plusieurs années dans les mêmes conditions. Je voulais apporter un petit point de vigilance sur la question de la mixité dans les hébergements d'urgence. Je pense notamment aux hébergements pour personnes isolées. J'entends souvent que c'est important que les hébergements soient mixtes, que ça apporte beaucoup la mixité. Donc, je voulais juste faire un petit point de vigilance là-dessus. Oui, c'est important et ça apporte à condition que cette mixité, elle soit vraiment considérée comme un enjeu et qu'elle soit véritablement prise en compte aussi. Nous, on a des retours de femmes hébergées qui nous font part de situations de difficultés dans leur hébergement liées parfois à du harcèlement, parfois à des insultes, des agressions, des violences de genre, un sentiment très fort d'insécurité qui amène encore une fois des femmes à quitter ou à fuir ces hébergements et d'autres carrément à les refuser parce que cette mixité est trop insécurisante pour elles. Alors, sans dire qu'il faut qu'il y ait des hébergements pour femmes et des hébergements pour hommes, en tout cas, c'est aussi une question et un enjeu à prendre en compte vraiment dans ces hébergements. Toujours dans l'objectif, pour moi, un hébergement d'urgence, le premier objectif qu'il devrait remplir, c'est apporter une sécurité de base. Et si cette question de la mixité n'est pas vraiment prise en compte, cette sécurité de base, elle n'est pas là. Il y a un audit de la Fondation des femmes qui a été fait en région parisienne, qui a mis en avant des éléments forts là-dessus, notamment le constat qu'une énorme majorité, une écrasante, je dirais, majorité des femmes hébergées avaient déjà vécu des violences de genre dans leur expérience et qu'elles pouvaient soit se développer, soit s'initier dans les hébergements d'urgence. Et cet audit, même si la situation en région parisienne n'est pas loin d'être comparable à la situation à Grenoble, mais en tout cas, il y a des recommandations, voire des préconisations qui ont été faites pour justement prendre ça en compte dans le cadre de vie, dans l'aménagement des espaces, dans l'accompagnement qui est proposé aux personnes pour que ces choses puissent avoir des espaces de parole aussi. Ces vécus puissent avoir des espaces de parole. Voilà sur ce point. Pour aller vers la conclusion, depuis plusieurs années, la politique est axée sur le logement d'abord. Beaucoup de dispositifs se sont mis en place. La trajectoire 2022-2024, elle est aussi orientée vers le logement d'abord. Pour faire le lien avec l'hébergement d'urgence, nous, ce qu'on constate, c'est que dans ce parcours vers le logement, l'importance de l'hébergement, elle est
elle est vraiment très forte pour permettre cette sécurité de base, encore une fois, qui permettent aux personnes de tenir et de s'impliquer dans des démarches vers le logement qui sont parfois très compliquées et longues. Et cette sécurité de base, elle permet aux personnes de se mobiliser sur ces choses-là et pas uniquement sur cette urgence du quotidien. Un exemple d'une personne qui est rentrée l'année dernière, qui est rentrée dans un parcours vers le logement dans le cadre des permanences logement d'abord dans notre accueil de jour, qui était au début là, de ce parcours d'accompagnement hébergé dans une structure bénévole. L'hébergement n'a pas tenu et a mis en danger tout ce qui avait été mis en place dans le cadre de l'accompagnement logement d'abord. Et on a dû lutter pour que justement il y ait une continuité de cet hébergement qui est vraiment indispensable parce que sinon tout s'écroulait. Donc l'hébergement, il vient aussi soutenir ce parcours vers le logement et encore une fois, il apporte cette sécurité de base qui permet d'être disponible pour ça aussi. Peut-être juste faire un point de vigilance ou une inquiétude si on considère l'hébergement uniquement relié au logement d'abord, cette inquiétude, notamment dans la trajectoire dont parlait Francis tout à l'heure, hein, que beaucoup de personnes seraient exclues du coup de ces dispositifs d'hébergement parce qu'ils ne sont pas éligibles au logement social. Et ces personnes représentent une énorme majorité des personnes actuellement dans les dispositifs d'hébergement d'urgence. Personnes en situation irrégulière, déboutées de la demande d'asile, droits minorés, voilà, etc. Donc ça, c'est toujours une grosse inquiétude, notamment des accueils de jour, mais aussi de tous les acteurs qui ont été impliqués dans cette trajectoire. Et il n'y a encore pas beaucoup de réponses là-dessus. Et puis pour conclure, un autre constat des accueils de jour, c'est qu'énormément de personnes en hébergement d'urgence continuent de fréquenter énormément les accueils de jour parce que ce sont des lieux de vie, des lieux de considération, des lieux d'existence sociale, des lieux de participation. Et c'est probablement ce qui manque énormément aussi dans les hébergements d'urgence, que ce soit aussi des lieux de vie, même si c'est des lieux de passage ou d'urgence. Et donc, toutes ces actions de remobilisation qui sont essentielles pour les personnes, même pour les personnes qui sont dans des situations d'extrême urgence au quotidien et de grande précarité dans les hébergements d'urgence. Voilà, j'ai terminé. S'il y a des questions. Merci beaucoup, Maëwen, pour cette intervention qui montre toute l'importance des accueils de jour qui sont des portes d'entrée sur le dispositif accueil, hébergement, insertion, mais qui sont parfois des portes d'entrée qui s'ouvrent sur les accueils de jour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est des deux côtés de la porte. C'est ce que tu disais sur le manque de place d'un côté, et puis aussi ces accueils de jour qui sont, comme les maraudes, en première loge pour voir les besoins, les manques des différents dispositifs d'hébergement qu'on peut gérer par ailleurs. Et on peut regretter que souvent ça crée des crispations entre les acteurs au lieu de pouvoir trouver des solutions pour améliorer cela. C'est-à-dire qu'on est beaucoup, et là je trouve sur le discours c'est mieux que rien, on fait avec les moyens qu'on a, si on fait, il y a toujours le corollaire, si on fait plus, il y aura l'appel d'air, et effectivement c'est pas du rôle des associations d'absorber ce type de contraintes. Notre rôle c'est de relever les besoins, d'essayer d'y répondre au mieux, et on voit comment l'impact de ce qui a été dit à la fois par Maëwen, mais aussi auparavant sur la qualité d'hébergement, un impact sur la santé, sur la scolarisation, etc. Et qu'il y a des dégradations des processus d'insertion, et qu'à terme, de toute façon, ça coûtera peut-être plus cher si on met les gens dans des situations où leur santé et leur possibilité d'aller mieux se dégrade.
donc c'est cher en termes humains et c'est cher certainement aussi au niveau financier. On va avoir maintenant une séquence les participants, les 43 participants peuvent intervenir, donner leur témoignage, demander des précisions. Je voulais juste dire rapidement, on a beaucoup parlé de la question des besoins des personnes de manière générale, mais il y a aussi la question des besoins spécifiques. Et je pense notamment à la question des personnes à mobilité réduite. Actuellement, en termes d'hébergement d'urgence de personnes à mobilité réduite, on est extrêmement contraint sur notre agglomération grenobloise. Le centre d'accueil intercommunal, qui pourtant dispose d'un bâtiment récent, construit en 2011, n'a qu'une place au sein du CAI, enfin en tout cas une chambre accessible au PMR, ce qui forcément du coup embolise tout de suite la structure dès lors qu'une personne y est orientée. Il n'y a plus du tout de possibilité d'accueil ou alors d'accueil dans des conditions pas optimales et pas forcément adaptées à une personne qui serait présente avec un fauteuil ou un handicap davantage lourd. Pose aussi la question de l'accueil et de l'accompagnement des personnes qui ont des maladies chroniques. Sur le prisme de l'alimentation, Alice l'a un peu évoqué, voilà, une personne qui aujourd'hui est diabétique est en hébergement d'urgence, elle ne peut pas avoir de régime alimentaire adapté à sa maladie et donc son état de santé va se dégrader. Donc il y a, voilà, en plus de la condition générale de l'accueil en hébergement d'urgence, il y a vraiment cette focale aussi sur des besoins spécifiques de publics qui ont des particularités, des vulnérabilités médicales certaines. N'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole, sinon il y a l'outil QR en bas de votre écran aussi où vous pouvez poser des questions, on les lira. S'il y a Nathalie Blanc, C'est bon, Nathalie, normalement, vous pouvez activer votre micro vous-même pour prendre la parole. Ça marche là? Oui, je voulais juste intervenir pour redire quand même qu'il y a une grosse différenciation et en termes de qualité d'accueil et en termes d'accompagnement entre ce qu'on appelle quand même l'urgence, enfin l'hébergement d'urgence pérenne et l'hébergement d'urgence dit hivernal. Maïwenn l'a souligné tout à l'heure, mais je tenais quand même à insister là-dessus parce que la majorité des places d'hébergement d'urgence, encore à ce jour, se font dans le cadre de l'hébergement d'urgence dite pérenne. Et c'est vrai, il y a aussi quelques places d'hôtels dans l'hébergement dit pérenne, mais c'est à la marge quand même. Il y a très, très peu de places hôtelières dans le cadre de l'hébergement d'urgence pérenne. On retrouve ce système hôtelier plutôt dans la mobilisation de surcapacité hivernale. Voilà, je tenais juste à repréciser cela. Ça fait partie justement des points de vigilance. Du coup, l'enjeu pour l'État, c'est justement cela, c'est-à-dire de transformer ces places qui sont en hôtel ou des places qui sont de qualité moindre vers des places de pérennes et de meilleure qualité avec la même enveloppe. Donc c'est bien là où il y a un enjeu quand même qui est relativement fort. Et aussi, l'autre enjeu relativement fort, j'en profite comme Nathalie est là, sans vouloir la mettre en difficulté, bien sûr, l'enjeu aussi, il est de voir comment, sans création de places autres que les places en cas de grand froid, comment on va pouvoir à la fois réorienter les personnes qui sont actuellement dans l'hébergement d'urgence, qui était l'hébergement d'urgence hivernale, et les personnes qui vont frapper à la porte des dispositifs dans les prochaines semaines. Il me semble avoir entendu que actuellement l'État demandait au SIAO de geler les places d'hébergement des structures pérennes pour au cas où il y ait besoin de
redistribuer ces places sur les personnes qui sont en hébergement non pérenne. Donc, ça veut dire qu'il y a certainement, ici et là, des places vacantes, alors qu'il y a des demandes au 115. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est confirmé? Je ne sais pas si j'ai toujours le micro. Ouais. Oui, Nathan, c'est bon. Non, on n'a pas de directive particulière. Il y a eu pas mal de confusion là parce qu'il y a une structure hôtelière qui a dû fermer pour des raisons autres, hein, de contentieux avec le propriétaire. Et du coup, en effet, il a fallu qu'on trouve des solutions pour ces ménages. Voilà. Donc, il y a eu un peu je pense, de ce qui m'est revenu, un peu des confusions sur cette question-là. Voilà. Non, il n'y a pas de directive. On est en attente, hein, de savoir un petit peu. Voilà, on est dans cette attente-là, de savoir un petit peu vers quoi on va là. D'accord, merci pour cette précision. C'est important, hein, parce que c'est des choses qui circulent rapidement. Donc, ouais. C'est important qu'on sache ce qu'il en est. D'autres interventions? Pour l'instant, je ne vois pas d'autres demandes de prise de parole. Si ce n'est un ou une travailleur social qui précise qui est en CHU, qui précise que le SIAO n'a pas fait de directive particulière. Hein, ça va dans le sens de ce que disait Nathalie. Peut-être en attendant d'autres questions, est-ce que Angélique et Alice voulaient reprendre la parole? Je sais que vous aviez aussi d'autres éléments à dire sur le contexte Covid et la manière dont l'épidémie impacte aussi l'hébergement d'urgence encore actuellement. Ouais, ok. Du coup, oui, c'était pour compléter un petit peu ce qu'on avait déjà vu comme observation de terrain. Plus spécifiquement par rapport à l'épidémie de Covid ou toute autre épidémie de manière générale, ne le souhaitons pas, mais on ne sait jamais. En fait, on a observé du coup qu'en cas de crise, les lieux ne sont pas du tout adaptés à une gestion des mesures en fait, préconisées. Donc, c'est très compliqué de respecter les gestes barrières en hébergement d'urgence, évidemment. Pareil pour les mesures de confinement qui pourraient être prises pour certaines personnes, alors que les familles sont hébergées généralement dans une même pièce, que les lieux de passage sont communs, les lieux de vie sont communs. Et les mesures proposées par le ministère de la Santé sont déconnectées de la réalité de terrain. Donc, pour en citer quelques-unes, en fait, ils demandent à ce qu'il y ait un médecin référent de la structure. Et en fait, on a beaucoup de difficultés à trouver des professionnels de premier recours. Donc, en fait, il n'existe pas de médecin référent des structures. Il y a aussi une recommandation de dédier une pièce au confinement. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas non plus possible, parce qu'il n'y a pas de surplus de pièces dans ces hébergements. Accessibilité d'un centre de desserrement avec le transport pris en charge. Et donc, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'a pas non plus été réellement mis en place, notamment la question du transport qui est resté en suspens très longtemps au moment de l'épidémie. Donc voilà, c'est aussi toute la question de comment gérer, comment on peut gérer des crises sanitaires dans des lieux d'hébergement et quels moyens sont mis en œuvre en fait pour pouvoir sécuriser la santé des personnes en cas de crise dans ces hébergements. Pardon. Voilà. C'était un peu ce qu'on voulait dire. Et pour faire un peu le pont avec l'actualité, là, on est moins sur les questions de prévention vis-à-vis du Covid, puisque bon, voilà, la crise, elle dure depuis un certain temps et que les gestes barrières, tout le monde les a un peu intégrés. On était plus sur la question de la mobilisation sur de la vaccination. Effectivement, on a des centres de vaccination qui se sont fortement mobilisés et une disponibilité des vaccins qui a été effective sur notre territoire.
mais on a pu voir que la disponibilité du vaccin n'était pas la garantie de l'accessibilité des vaccins. Se posait beaucoup la question de l'accompagnement vers la vaccination, avec notamment la prévention, la promotion de la santé, la promotion de la vaccination en général et de la vaccination Covid en particulier, qui a fait couler beaucoup d'encre, enfin voilà, chez tout le monde, hein, y compris auprès des personnes hébergées dans les sites d'hébergement d'urgence, qui n'échappent pas non plus toujours au flot des informations et mésinformations autour de ces sujets-là. Et voilà, en tout cas, la vaccination a pu aussi impacter l'activité de l'équipe d'AUS, qui a pu être sollicitée, mobilisée pour favoriser des synergies autour de ça. Et notre approche, ça a aussi été de ne pas arriver avec la casquette Covid. Pour nous, c'était vraiment important, puisque on trouvait que, en tout cas, l'approche d'arriver avec la casquette Covid et l'incitation à la vaccination ne nous allait pas dans le sens où la santé des personnes hébergées n'est pas quelque chose où il y a réellement des moyens qui sont mis en œuvre. Et donc, on trouvait ça assez déplacé d'arriver par ce biais-là de la vaccination Covid, alors même que les personnes ont très, très souvent des besoins de soins dentaires, psychologiques ou psychiatriques très forts et très urgents, qui ne sont pas pris en charge. Donc, nous, c'était impensable pour nous d'arriver et de montrer d'une certaine manière qu'en fait, on s'intéressait à la santé des personnes hébergées que par le biais du Covid et pas par leurs soucis déjà présents depuis bien trop longtemps. Et pour faire un pont aussi avec la perspective, hein, puisque comme on vous l'a dit, cette équipe d'AUS, elle est financée sur un projet expérimental de 1 an jusqu'à mai 2022. Donc se posera la question de la suite. Donc un travail de bilan quantitatif, qualitatif sera proposé, partagé avec l'ARS, qui est l'instance qui finance le dispositif, et la DDETS, qui est l'instance qui légitime l'intervention auprès des hébergeurs, des gestionnaires d'hébergement d'urgence. Mais tout ça sera mis aussi en balance avec les perspectives qui sont en cours liées au Ségur de la santé, et notamment du déblocage d'enveloppes budgétaires qui potentiellement pourraient permettre sur les territoires dans lesquels des besoins auront été remontés et des opérateurs potentiellement repérés, d'équipes mobiles à partir des dispositifs de l'IALT Soins Santé, lit d'accueil médicalisé, des dispositifs de l'IALT Soins Santé 2 jours aussi, accueil 2 jours de l'IALT Soins Santé. Ça, ce sont des dispositifs pour lesquels les cahiers des charges sont en cours de construction au niveau du ministère de la Santé et des Solidarités, et pour lesquels potentiellement il y aura des appels à manifestation d'intérêt sur nos territoires. Donc on sera aussi, enfin en tout cas, l'avenir du DAUS sera aussi dépendant de ce qui se mettra en place dans le cadre du Ségur de la santé. Est-ce que la MRSI, est-ce que Médecins du Monde y répondront? Ça, c'est un autre sujet. Il y a aussi des acteurs impliqués actuellement sur les LHSS, les lits d'accueil médicalisés, donc CCAS Ville de Grenoble et Agiralp sur LHSS, qui potentiellement aussi se positionneront sur ces sujets-là. Les participants sont moins bavards qu'en présentiel. Ils sont comme nous, ils ont faim, c'est pour ça. Enfin. Peut-être relever un point que vous avez dit tout à l'heure sur la question des personnes à mobilité réduite. C'est vrai que peut-être que dans le cahier des charges, c'est quelque chose qui pourrait être intégré. On a vu comment sur les pensions de famille qui voient le public vieillir avec des pathologies, des problèmes de mobilité, désormais les commissions régionales d'agrément des pensions de famille sont très regardantes à partir du moment où il y a des étages pour qu'il y ait la construction d'un ascenseur, par exemple. Donc, on pourrait penser que dans l'hébergement, il pourrait y avoir aussi, en tout cas, un certain nombre d'hébergements qui pourraient bénéficier de ce type d'équipement. C'est en effet un vrai difficulté. Enfin, il y a toujours Nathalie Blanc qui est là. Je crois qu'au niveau du SIAO et du 115, il y a des difficultés d'orientation pour ces raisons de personnes avec des difficultés de santé.
Ah, oui, Nathalie Blanc, de nouveau. Oui, c'est pour que ça va tout à fait dans ce sens-là. Hein, puis c'est dans... Et puis, il y a l'accessibilité, mais pas que. Hein, il y a aussi des nécessités d'aménagement spécifiques dans les logements même. Je pense aux douches, baignoires et autres. Et c'est vrai que aussi bien en ce qui concerne l'hébergement qu'on appelle d'insertion, mais encore plus au niveau de l'hébergement d'urgence, voilà, on n'arrive pas à pouvoir proposer des choses adaptées à des personnes qui auraient des grosses problématiques de santé. Et puis, pour rejoindre la question des liens de soins santé, je pense qu'il faut aussi qu'on avance et qu'on continue à travailler. Là, on est un petit peu en lien avec le CCAS de Grenoble, mais ça reste, enfin, il faut encore le creuser. C'est comment il y a aussi une passerelle entre l'hébergement d'urgence et les liens de soins santé et vice-versa, et dans l'autre sens aussi. Voilà, je pense qu'en effet, il y a pas mal de personnes qui restent en liens de soins santé au-delà du nécessaire, alors que c'est des lieux où il y a une prise en charge médicale, entre autres, importante, alors qu'en hébergement d'urgence, on a des personnes avec des pathologies importantes qui pourraient avoir bénéfice de ce type de prestations. Et voilà, donc je pense que c'est aussi un des axes de travail, c'est cette fluidité entre les liens de soins santé et les autres formes d'hébergement. Merci. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, remarques, à moins que Maïwen, non, je ne vois plus. Chloé, si tu veux annoncer le prochain 12-14, en tout cas, merci à tous ceux qui ont participé à ce temps. Je pense que il faut rester aussi attentif. Donc, on l'a dit, hein, sur les principes, on ne peut être que d'accord hein, sur la fin de l'hébergement saisonnier. On le réclame depuis des années sur une meilleure qualité et de l'hébergement et un déploiement plus fort de l'accompagnement chaque fois que c'est nécessaire. Et puis sur la question du logement d'abord, il faut proposer des logements, il faut avoir des logements. Mais on est aussi sur cette question dès que les personnes le souhaitent, c'est un droit le logement et qu'elles puissent y aller, qu'on adapte l'accompagnement au logement et pas le logement à l'accompagnement. Donc ça, vas-y. Pardon, j'allais dire, on peut donner la parole à Fanny Lumalet qui a levé la main. D'accord, je ne l'avais pas vu. Et je te laisse finir ta conclusion ensuite. Allez-y, Fanny, vous pouvez activer votre micro et puis prendre la parole. Ok, vous m'entendez là? Oui. Oui, bonjour. Donc, je suis Fanny Mallet, je suis la responsable des liens de soins santé et les accueils médicalisés du CCAS de Grenoble. Donc, je voulais apporter quelques compléments par rapport à ce que j'ai entendu, même si je suis désolée, j'ai pris le 12-14 en cours de route. Effectivement, sur les liens de soins santé, on a pu augmenter notre capacité d'accueil de 2 places depuis janvier. Et notre grosse difficulté pour répondre aux nombreuses demandes qu'on reçoit très régulièrement, c'est les solutions aval. Et effectivement, l'objectif, c'est de ne pas faire un retour à la rue après une prise en charge au LHSS, même si ça arrive parfois, on essaie vraiment de le limiter au grand maximum. Mais on se retrouve bien trop souvent à faire de l'hébergement pour des personnes qui n'ont plus besoin de soins. Et ça, c'est vraiment une grosse difficulté, puisqu'on ne peut pas répondre pleinement à la demande et répondre à toutes les sollicitations et les besoins de soins dans des conditions satisfaisantes. Sur les LAM, on n'a pas encore cette difficulté-là et on a plus de temps devant nous, puisque de toute façon, on n'a pas le même turnover. Voilà. Et sinon, effectivement, on travaille déjà à des projets sur des liens de soins santé hors les murs, sur l'histoire des accueils de jour. Effectivement, nous, c'est un besoin qu'on a déjà identifié et sur lequel on aimerait pouvoir travailler aussi. Voilà. Merci pour ce complément.
Non, mais je crois que j'ai à peu près fini ma conclusion. Simplement dire que dans le cadre de la trajectoire, en tout cas 2022-2024, on a dit que les premiers groupes de travail avaient rendu leurs conclusions et que désormais, il y a 5 groupes de travail qui se mettent en œuvre. Et cela va démarrer certainement sous peu. On attend un peu les groupes ont été prévus. Maintenant, il faut les organiser. On a un timing qui reste plutôt court, avec toujours des interrogations sur ce que cela va produire à la fin. En tout cas, moi, je suis plutôt réaliste. Je ne m'attends pas forcément à ce que ça produise des changements radicaux, puisqu'on l'a déjà vu sur les années précédentes. C'est assez récurrent, hein, ces questions de fin de saison hivernale, et puis finalement, ça revient. Enfin, on a eu déjà des circulaires. Mais en tout cas, ça crée une dynamique locale entre les associations. Et on peut penser que du coup, que ce travail collectif peut permettre de faire émerger quand même des projets qui répondent au mieux aux besoins des personnes. Donc, nous, en tout cas, on pense qu'il est important de se mobiliser dans le cadre de ce travail collectif, en essayant justement de porter des projets en commun avec les spécificités de chacun. Voilà. Merci Francis, et puis merci à tous les autres intervenants et aux participants aussi, notamment ceux qui ont interagi et posé des questions. Pour la suite, il n'y aura pas de 12-14 en novembre parce que ce sera au moment de l'événement partenarial Loger les plus vulnérables qui avait déjà eu lieu l'an dernier pour ceux qui l'ont suivi. Donc, il est renouvelé. Il aura lieu la semaine du 22 novembre. Donc, c'est comme l'an dernier, une semaine de webinaires sur différentes thématiques du logement et des besoins et des politiques qui sont développées pour y répondre. Et il y aura une séance en présentiel la journée du 25 novembre avec le matin une séance sur les besoins des jeunes et leurs difficultés vis-à-vis du logement, et l'après-midi une séance sur l'avenir du logement social en présence notamment des bailleurs et de Laurent Guéquière également qui travaille au niveau européen à l'USH. Donc, le programme sera disponible et les inscriptions possibles normalement dès le début de semaine prochaine, et tout vous sera envoyé si vous êtes déjà inscrit à la newsletter d'Un Toit pour tous, tout vous sera communiqué à ce moment-là et par ce biais-là. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez envoyer un mail à l'association Un Toit pour tous via l'adresse contact@untoitpourtous.org et on pourra vous rajouter à la newsletter pour vous communiquer le programme et les modalités d'inscription. Et en décembre, le 12-14 n'est pas encore sûr, mais normalement, il portera sur l'application de la loi DALO en Isère. Merci à tout le monde et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.